Bonjour à tous et bienvenue à Combattu. Cette semaine, au sommaire, Ousmane Sonko lance le New Deal technologique au Sénégal. Le gouvernement lève 721 milliards de francs CFA pour l'économie nationale. 77 enfants mères interpellent le Parlement pour leurs droits. Kins arrêté à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour blanchiment d'argent. Tout de suite, le développement. Cap sur la sécurité numérique financière. Au CICAD, le Premier ministre Ousmane Sonko a placé la sécurité numérique au cœur de New Deal technologique. Pour le chef du gouvernement, la transformation digitale du Sénégal est une nécessité, mais elle ne peut se faire sans une maîtrise totale des cybermenaces. Il a averti que les risques numériques sont désormais une réalité quotidienne que l'État doit dompter pour protéger sa souveraineté. L'État numérique repose sur une infrastructure physique robuste, souveraine et à la hauteur de nos ambitions. Le déploiement des infrastructures cloud dans nos data centers de Diamniadio et d'Orana représente un saut qualitatif majeur. Je crois que M. le Premier ministre va procéder à la réception d'ailleurs de cette infrastructure cet après-midi. Hébergement aux normes, sécurité renforcée, haute disponibilité pour les services critiques, conformité aux standards internationaux. Nos données les plus sensibles seront hébergées sur le territoire national dans des conditions et modalités dont nous assurons le contrôle. Cet aspect est extrêmement déterminant parce qu'un développement numérique sans souveraineté ne sert absolument à rien et expose le pays. Le renforcement de la bande passante nationale qui passe de 600 mégabits à 200 gigabits et l'extension de l'intranet gouvernemental à un nombre croissant de bâtiments publics permettront enfin aux agents de l'État de travailler dans des conditions optimales. La sécurité et la cybersécurité, allant de pair avec la digitalisation, sont évidemment au cœur de nos préoccupations actuelles. Dans un monde où les cybermenaces et cyberattaques dont nous avons fait l'objet récemment pour certains de nos services, constitue une réalité quotidienne, il est impératif de disposer, en sus d'une stratégie cyber bien ficelée, d'outils de défense robustes et répondant aux standards internationaux. Dans un autre registre, aucune révolution numérique ne peut être tenue pour aboutir si elle laisse une partie des citoyens en marge. Par conséquent, nous lançons le projet de connectivité universelle pour les zones blanches, avec l'ambition de connecter gratuitement à Internet plus d'1 million de nos citoyens, 1 million de nos compatriotes qui veulent accéder à la sphère numérique. Ce chiffre doit résonner dans tous les esprits. Il nous rappelle que nos investissements ne sont pas faits uniquement en faveur des capitales et des centres urbains, mais une large place de la nouvelle stratégie numérique est accordée à nos populations vivant dans les zones les plus enclavées. C'est une question de souveraineté également, de présence de l'État. Jusqu'au mois où je parle, dans certaines zones particulièrement transfrontalières, il est plus facile de capter les réseaux de pays voisins que les réseaux nationaux. Nous avons également lancé le Startup Act et sa Sur le front économique, le ministre des Finances et du Budget, Cher Diba, a apporté des précisions sur une opération majeure, la levée de 721 milliards de francs CFA via un mécanisme de Total Return Swap. Face aux critiques, le ministre a défendu la rigueur technique de cette opération menée sur le marché régional à un taux de 7%, un coût jugé compétitif pour financer les projets de développement du pays. Le coût total, on en a parlé, c'est 721 milliards que nous avons déroulé avec plusieurs adjudications du mois d'avril au mois de novembre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le marché, et ça nous a coûté 7%.
c'est tout ça. On fait le calcul avec toutes les autres conditions dont j'ai parlé tout à l'heure en explication de ce qu'est un TRS. Donc les partenaires, on a parlé de AFC, African Finance Corporation, la Société Générale, de First Abu Dhabi Bank. Ils sont des partenaires que nous sommes partis démarcher. Là aussi, si je le dis pour ceux qui cherchent à faire des développements ou bien des raccourcis politiques, c'est nous qui allons chercher les partenaires avec qui nous voulons travailler, qui cherchons à les convaincre sur la nécessité de nous accompagner et sur l'intérêt que nous pouvons tous avoir dans cette coopération-là. Donc, tirer sur un partenaire qui n'a fait que répondre à une invitation, mais après avoir fait un travail sérieux sur toutes les conditions dont je viens de mentionner, parce que ce n'est pas rendre service à tous les efforts que nous concentrons. Parce que, disons-le, si aujourd'hui, du fait de certaines indiscrétions, du fait de certains propos malveillants, nous arrivons aussi, dans ce contexte particulier et difficile, à vexer les partenaires qui continuent de nous faire confiance, avec qui nous montons des structures, mais très claires, très nettes, très limpides, parce que dans les TRS, il n'y a rien d'opaque. Les TRS sont réalisés un peu partout. Je peux entendre certaines critiques sur la technique. Un certain Madana que j'ai entendu, je crois que c'était à l'occasion du 31 décembre, avec Cheikh Tidiane dire que c'est un produit dérivé. Lui, il n'est pas très fan du produit dérivé. C'est clair, ça je peux l'entendre. Je peux discuter techniquement avec lui. Je dis oui, vous pouvez ne pas être fan. Les TRS, dans des zones qui ne sont pas peut-être, qui n'ont pas un marché financier régional comme le nôtre, avec l'organisation à travers UMATIP, la surveillance du marché et autres, dans une zone avec une banque centrale, peut-être qui est dans le... Bon, je ne veux pas utiliser le terme dans le désordre en matière de politique économique, en matière de politique monétaire, pourrait constituer un truc. Et ça, on verse dans le risque marché. Risque qui peut porter sur même la fluctuation de la valeur du portefeuille. Dans ces genres de zones, effectivement, un TRS peut être plus ou moins risqué. On peut discuter maintenant sur la zone, sur les conditions de la zone et autres, sur les mécanismes que nous mettons en place en relation avec le partenaire pour pouvoir encadrer tout ça. Citoyenneté, les enfants mères haussent le ton. C'est une initiative marquante de l'UNICEF et de la CONAF. 77 enfants mères venus des 4 coins du Sénégal, de Ziguinchor à Kédougou, ont investi la sphère parlementaire. Ces jeunes élus locaux ne sont pas venus pour faire de la figuration. Ils réclament la reconnaissance officielle des conseils municipaux d'enfants à la création d'un Parlement national des enfants. Face à eux, l'Assemblée nationale a promis que ces doléances, longtemps restées en marge, seraient enfin prises en compte. Cette initiative donc de regrouper les enfants mères et mairesses du Sénégal. Nous avons plus de 80 mères et mairesses du Sénégal dans des régions de la Casamance, Sédhiou, Ziguinchor, Kolda, mais aussi du Sénégal oriental, Tamba et Kédougou, mais aussi de Dakar et de Thiès. Et nous sommes venus représenter le président de l'Assemblée nationale parce qu'on a entendu les doléances des enfants. Et nous sommes obligés de prendre en compte les doléances des enfants parce qu'une société est toujours déterminée par l'éducation qu'on donne à ses enfants. Notre grand-père Abdoulaye Wade disait « Dites-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu auras ». Et nous sommes obligés donc d'accompagner ces enfants par rapport à l'initiative de l'UNICEF. C'est pourquoi nous sommes là au nom du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye. Et nous avons entendu les doléances, surtout les plus importantes, c'est tout simplement l'institution, la reconnaissance de l'institution du Conseil municipal des enfants. Nous allons nous battre du côté de la législation pour que les conseils municipaux des enfants soient reconnus au niveau local. L'autre préoccupation, c'est par rapport au Parlement des enfants. Ils ont le droit et nous allons nous battre pour que les enfants aient leur propre Parlement, pour accompagner donc la loi de finances initiale, afin que les préoccupations des enfants soient prises en compte donc dans cette loi de finances initiale. Mais surtout dans les communes, que les budgets communaux, qu'on ait donc les préoccupations des enfants dans les budgets communaux, afin que l'administrateur territorial, avant de valider le budget,
que la préoccupation ou bien les préoccupations des enfants soient prises en compte. Et nous avons bien pris note de ces 3 doléances et nous allons faire le maximum possible pour défendre ces 3 doléances, mais en tout cas mettre sur la table du Parlement et plaider pour qu'on puisse donc les entériner. Oui, vous savez, dès l'instant que vous avez le conseil municipal au niveau territorial, au niveau national aussi, vous devez avoir un Parlement. Pourquoi un Parlement? Parce que le Parlement des enfants nous fait penser tout simplement aux droits des enfants. Mais nous fait penser à une initiative donc, de prendre en compte ces enfants qui seront demain nos députés, qui seront demain nos présidents d'assemblée, qui seront demain nos secrétaires élus, qui seront demain donc nos questeurs. Gims sous les projecteurs, c'est l'information qui secoue le monde de la musique. La star Gims a été interpellée à l'aéroport de Roissy. Selon Africa Intelligence, il serait cité dans un dossier complexe de blanchiment d'argent et de fraude à la TVA impliquant des sociétés écrans. Le chanteur et rappeur franco-congolais Gims a été placé en garde à vue mercredi dans le cadre d'une enquête pour blanchiment en bande organisée selon le parquet français anticriminalité organisée. La star de la musique française de son vrai nom Gandhi Djouna a été interpellée à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Selon des informations révélées par Africa Intelligence, cette affaire concerne un réseau international de blanchiment utilisant des sociétés écrans pour fraude à la TVA, émettre de fausses factures et dissimuler l'origine de fonds illicites. Ça fait bizarre. 5 anciens trafiquants de drogue seraient déjà mis en cause. L'enquête s'intéresse notamment à un projet immobilier de luxe porté par Gims à Marrakech, le Sunset Village Private Residence. Son avocat, maître David Olivier Kaminski, n'a pas souhaité réagir pour l'instant. Par ailleurs, sur le terrain sportif juridique, les avocats de la Fédération sénégalaise de football se sont réunis à Paris. Ils ont détaillé le recours devant le tribunal arbitral du sport, la TAS, contre la CAF, un dossier brûlant qui vise à clarifier la stratégie du Sénégal dans ces contentieux majeurs du football mondial. Mais tout aussi important pour l'écosystème du football et tous les acteurs qui suivent attentivement la justice sportive jusque dans les facultés de droit. Alors, avec notre équipe internationale d'avocats, suisses, espagnols, français, bien évidemment sénégalais, je suis venu vous dire que la décision du jury d'appel dont j'entends vous parler ne peut même pas être considérée comme une vraie décision de justice sportive. Tellement elle est grossière, tellement elle est absurde, tellement elle est irrationnelle. C'est une atteinte inadmissible et intolérable aux droits fondamentaux de notre fédération nationale de football. Je ne vais pas vous raconter cette pièce de théâtre que nous avons vécue le 17 mars dernier, parce que je sais que vous n'allez pas me croire si je vous dis que jusqu'au moment où je m'adresse à vous, aujourd'hui, 10 jours après, 9 jours pour être plus précis, la présidente de la juridiction n'a pas encore levé la séance. Elle nous a convoqués à 7 heures du matin, en plein ramadan. On s'est levé à 5 heures, on est allé au siège de la fédération, il y avait le dispositif avec le secrétaire général. On était prêts. L'audience a été reportée de 2 heures, 3 heures, en plein milieu de la nuit, sans que nous n'ayons été informés au préalable. Mais je vous assure, sur la foi de mon serment, je n'ai que des confrères autour de moi, 6 à 7 minutes de plaidoirie préliminaire, introductive, où je présente le secrétaire général de la fédération, où je résume la décision fantastique du jury disciplinaire en première instance qui donne raison au Sénégal. Elle me pose deux questions. Pourquoi le mémoire d'appel que nous avons fait en première instance n'a pas été notifié par la CAF? Je dis, je ne suis pas encore dans l'administration de la CAF et c'est pas à nous de le faire. Selon les règlements, c'est à la CAF de notifier au Maroc. Alors,
le système continue comme ça. Elle pose 2-3 questions à nos adversaires et elle nous dit on va vous mettre en salle d'attente sur la réunion Zoom. On va suspendre les choses et on va revenir pour continuer l'audience. Et voilà que je me retrouve en face de vous à vous expliquer une décision qui m'a été notifiée tard dans la nuit. L'audience n'a pas repris. Et je ne vais pas jusqu'à vous dire que ce sont les Marocains qui nous ont informés qu'ils sont rentrés chez eux parce que le jury disciplinaire leur a dit sur Zoom qu'en fait l'audience était terminée. Alors, c'était une information tellement incroyable et abracadabrantesque que j'ai demandé au secrétaire général d'aller voir le président de la fédération immédiatement. Parce que je lui ai fait le compte rendu. Il ne m'a pas cru. Il m'a dit non, mais ce n'est pas possible. Ils ont appelé au Caire et le secrétariat du jury disciplinaire leur dit oui, en effet, l'audience est terminée. Même le dispositif technique sur Zoom jusqu'à 14h n'avait pas été désactivé. Voilà les circonstances dans lesquelles les droits fondamentaux à un procès contradictoire à être entendu, consacré et établi par tous les instruments juridiques internationaux. Drame au Kenya et crise migratoire. L'actualité sur le continent est marquée par l'effroi. 33 corps, dont une majorité d'enfants, ont été exhumés d'une fosse commune à Kériko. Si la police évoque une provenance hospitalière, l'enquête se poursuit. Enfin, l'ONU tire la sonnette d'alarme. L'année 2025 marque un record tragique avec plus de 900 migrants morts en mer Rouge. Sur la route orientale, en parallèle, la situation en RDC s'aggrave avec une extension des combats qui déplacent dangereusement les lignes de front au-delà du Kivu. Au moins 33 corps, 8 adultes et 25 enfants ont été exhumés mercredi d'une fosse commune à Kericho, dans l'ouest du Kenya. La police a déclaré jeudi qu'ils provenaient de la morgue d'un hôpital. Pourquoi ont-ils été enterrés ici, s'interrogent les habitants de Kericho qui évoquent un fait inédit. Nous sommes ici et vivons dans le comté de Kericho depuis 24 voire 27 ans. Nous sommes nés ici, nous avons vu beaucoup de choses, mais jamais rien de tel. Nous voulons désormais que la lumière soit faite sur cette situation. Au Kenya, en effet, selon une loi, les hôpitaux et les morgues sont tenus de se débarrasser des corps non réclamés depuis plus de 14 jours. Cette procédure nécessite cependant une autorisation judiciaire. Nous sommes ici depuis 3 jours à attendre la fin de l'enquête. Beaucoup de gens étaient là à regarder, mais nous ne savons toujours pas la véritable raison pour laquelle ces corps ont été enterrés ici. Nous avons entendu dire qu'ils avaient été emmenés d'un autre comté et enterrés ici à Kericho. Mais en tant qu'habitants de Kericho, nous attendons de savoir pourquoi ils l'ont fait. Les enquêteurs souhaitaient déterminer si les corps avaient été éliminés légalement après avoir été retirés de la morgue. Au moins 2 personnes ont déjà été arrêtées en lien avec l'affaire. Jeudi, des médecins légistes du gouvernement ont procédé à des autopsies afin de déterminer les causes des décès. L'identité des victimes n'a pas été révélée. En 2025, plus de 900 migrants ont perdu la vie ou ont disparu en mer Rouge. C'est l'année la plus meurtrière pour la route de l'Est reliant la Corne de l'Afrique à la péninsule arabique, a déclaré mercredi l'Organisation internationale pour les migrations. L'OIM souligne que chaque jour, des dizaines de milliers de populations de la Corne de l'Afrique prennent la mer pour tenter de rallier les pays du Golfe, des infortunés fuyant les violences ou en quête d'une herbe verte. Des Somaliens et majoritairement des Éthiopiens traumatisés par la guerre qui a déchiré la région du Tigré. Mais le voyage vers l'Eldorado du Golfe n'est pas sans danger. De nombreux migrants restent coincés au Yémen, en proie à la guerre. Mais en Éthiopie, pays de 130 millions d'habitants, touchés par le chômage et la pauvreté, la tentation est grande de prendre la mer. Des organisations appellent à des actions visant à sécuriser la route de l'Est afin de protéger les migrants, notamment les plus vulnérables. La représentante spéciale adjointe de la mission de stabilisation de l'ONU en République démocratique du Congo a déclaré jeudi au Conseil de sécurité que le conflit s'étendait au-delà du nord et du sud Kivu vers la province de Chopo, située loin de l'épicentre du conflit.
Les récentes hostilités entre le gouvernement et l'AFC M23 ont également été marquées par un recours croissant aux drones offensifs, ainsi que par le brouillage et la falsification continue des signaux GPS. Deux évolutions préoccupantes sont apparues à cet égard. Premièrement, le conflit s'étend au-delà du Nord Kivu et du Sud Kivu vers la province de Chopo, qui se trouve loin de l'épicentre du conflit. Deuxièmement, l'utilisation de ces moyens en milieu urbain soulève de graves préoccupations quant aux risques encourus par les civils et les infrastructures civiles, notamment les incidents récents touchant des sites tels que l'aéroport de Bangoka à Kisangani et la ville de Goma. Viviane Vamper a déclaré que les restrictions d'accès continuaient d'entraver la capacité de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC. L'extension du conflit entre les forces armées congolaises et les rebelles du mouvement AFC M23 augmente le risque d'une conflagration régionale. C'est ici que s'achève Combattu. Merci de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas de vous connecter, de vous abonner à la chaîne Time for Africa TV et de suivre toute l'actualité sur timeforafricamag.com.